bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Gilles Van den Burg. Bonjour. Bonjour. Député fédéral écolo et aussi présent à Ixelles. On en parlera en fin d'interview. Tout d'abord, ce procès dont on parle beaucoup depuis le début de la semaine, notamment, en l'absence de la moitié des prévenus, les plaidoiries ont lieu pour l'instant aujourd'hui. Le procès se terminera sans doute en fin d'après-midi. Est-ce que ce procès va accoucher de quelque chose? Est-ce que ce procès sert à quelque chose, puisque c'est finalement pas le procès des attentats ici? Tout à fait. Donc ce n'est pas le procès des attentats, mais bien de l'attaque, je dirais, de la violence, fusillade, la fusillade de la rue de Driss. Je pense que c'est important qu'il y ait des procès, que la justice fasse son travail. Je pense que c'est fondamental pour l'ensemble des personnes qui ont été blessées, touchées ce jour-là, pour évidemment, étant donné tout ce qui a suivi, c'est-à-dire les attentats de Bruxelles, toutes les familles des victimes concernées, c'est important que justice se fasse. Maintenant, c'est vrai, on voit bien qu'il n'y a pas de grande révélation, puisque le principal accusé refuse en grande partie de s'exprimer. Donc ça, évidemment, on ne peut que le regretter. Mais de nouveau, comme vous l'avez dit, d'autres procès vont suivre. Et il est vraiment important qu'on puisse connaître la vérité, que ce soit sur ce qui s'est passé à Paris, mais ça c'est évidemment la justice française, ce qui s'est passé aussi évidemment le 22 mars à Bruxelles. La justice doit être rendue, on doit pouvoir aller vraiment creuser au fond et avoir l'ensemble des éléments pour donner des réponses aujourd'hui qui restent en suspens, des questions qui restent en suspens, principalement pour les victimes. Et il y a aussi le procès Nemmouche avec l'attentat du musée juif qui doit aussi avoir lieu dans les mois à venir. Il faudrait des assises pour tous ces procès-là? On sait bien qu'au niveau des assises, pour l'instant, c'est compliqué, puisqu'il y a une difficulté pour l'instant, puisque Koen souhaite évidemment réformer tout le processus d'assises. Donc pour nous, ça reste important, effectivement, d'avoir un jury populaire, que des personnes soient désignées, des citoyens, pour assister à ces procès qui effectivement sont importantes pour l'ensemble des Belges, en priorité pour les victimes et les familles des victimes. Et je pense qu'on a tous été, évidemment, touchés par ces événements. Donc oui, ce serait la formule idéale, mais je pense que ça risque d'être compliqué. Alors, on a aussi beaucoup parlé ces derniers jours de ces grandes entreprises dont le centre de décision n'est plus en Belgique, alors qu'on les voit peut-être parfois encore comme des entreprises très belges. Il y a Carrefour, mais il y a aussi Brussels Airlines, où là, les décisions sont venues d'Allemagne, on a viré la direction belge. On avait peur qu'il y ait beaucoup de licenciements, finalement. Apparemment, il ne se passe rien. Vous êtes rassuré sur l'avenir de Brussels Airlines? Mais disons, les deux situations, évidemment, Carrefour et Brussels Airlines sont très différentes. Carrefour, c'est un drame social. Plus de 1200 familles qui vont être directement touchées par ces licenciements. Et là, pour nous, c'est vraiment inacceptable la manière dont c'est fait, l'ampleur, puisque personne n'avait attendu cette ampleur. On savait qu'il y avait des difficultés chez Carrefour. Et donc, il faut des mesures politiques fortes aussi. On l'avait déjà réclamé après Caterpillar, qui avait quitté totalement le site de Charleroi. Aujourd'hui, on redit la même chose, mais rien n'a été fait depuis Caterpillar. Je pense, par exemple, rendre tous les subsides publics et les déductions fiscales qui sont données à ces entreprises qui licencient, je dirais, du jour au lendemain des grands plans sociaux. Nous demandons qu'elles remboursent les aides octroyées par l'État, donc par l'ensemble des Belges, sur le budget public. Ça n'a pas été fait. Et donc nous sommes vraiment, je dirais, le politique peut encore agir et doit encore agir. Et ça, nous regrettons que ce n'est pas fait. Brussels Airlines, c'est vrai que la situation est différente. On n'annonce pas, et tant mieux, effectivement, de restructuration ou de licenciement à ce stade. Mais on voit bien qu'effectivement, les décisions sont prises depuis le siège de Lufthansa, depuis l'Allemagne. C'est normal, Lufthansa a racheté l'ensemble de l'entreprise il y a maintenant presque un an. Et c'est peut-être avant qu'il fallait se poser la question. Est-ce qu'à un moment donné, et nous plaidons pour ça, non pas pour Brussels Airlines, mais en général, pour que l'État, dans des secteurs qu'il estime stratégiques, puisse avoir soit des participations, soit des investissements publics ciblés importants. Si on avait eu 15 ou 20% au niveau de l'État fédéral, par exemple, dans Brussels Airlines, on aurait eu encore un mot à dire. On pourrait demander que l'emploi soit préservé. Ce n'est pas possible aujourd'hui. On pourrait demander que les stands de décision soient encore en Belgique. Ce n'est pas possible. Vous trouvez que l'État est un bon actionnaire? Non. Aujourd'hui, l'État fédéral, pour nous, n'est pas un bon actionnaire. On le voit avec Belfus. Dans quelques semaines, on va avoir la mise en bourse de Belfus. Belfus, c'est une entreprise 100% publique, qui s'est constituée suite au crash financier ce que vous dites. Il faut que l'État soit davantage dans les entreprises, mais quand il est à 100%, il prend quand même parfois des décisions que vous ne suivez pas. C'est vrai, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse utiliser l'outil, Belfus en particulier, un outil de finance publique pour financer l'économie
ancrés chez nous, en particulier les PME, les artisans, les indépendants. Mais aujourd'hui, on n'utilise pas cet outil comme cela. Et donc le gouvernement fédéral voit plutôt Belfius comme une mariée, à embellir de plus en plus ce qu'il est en train de faire pour la mettre sur le marché. Eh bien, on ne retient pas les leçons du passé, de la crise financière. Pour nous, comme en Allemagne. En Allemagne, ils ont des banques d'investissement publiques, 100% publiques. En France aussi. En Belgique, on avait la possibilité de le faire avec Belfius. On voit qu'ici, pour des raisons budgétaires, on va la mettre sur les marchés boursiers, on va la mettre en bourse. Et donc non, nous n'avons pas un État fédéral stratège en termes de participation publique. Mais comment est-ce qu'on peut garder, pour revenir au centre de décision qui partent à l'étranger, comment est-ce qu'on peut convaincre finalement les capitaux belges d'investir dans les entreprises belges? Mais je pense que ce qui est fondamental, c'est... Ça dépend évidemment le type de secteur. Il y a des secteurs stratégiques où là on pense que l'État doit avoir encore son mot à dire. Je pense aux télécoms, je pense à la distribution de courrier, à Bipost, Proximus. L'État fédéral dans ces deux entreprises est majoritaire et nous souhaitons que cela continue. Et ça se passe pour l'ensemble de ces deux entreprises globalement plutôt de manière positive en ce moment, à voir effectivement l'évolution de ces deux secteurs. Il y a toute une série de secteurs, bancaires, j'en ai déjà parlé, où l'État peut avoir un rôle à jouer et il ne doit pas être majoritaire. La question n'était pas seulement pour l'État, parce que finalement Carrefour, ce sont des actionnaires privés. Pourquoi il n'y a pas plus d'actionnaires privés belges qui finalement croient dans les entreprises belges? Je pense qu'il faut développer aussi des outils par rapport à cela. Ça existe, mais aujourd'hui on sait que l'épargne des Belges est très importante et donc nous soutenons toute une série de mesures qui orientent l'épargne des Belges, au lieu de dormir sur les comptes épargne, d'entreprendre, de financer des entreprises qui sont, je dirais, dans l'économie réelle, ancrées chez nous, sont des mécanismes, que ce soit via crowdfunding, que ce soit via des déductions fiscales qu'on peut avoir quand on investit dans les PME ancrées chez nous, sont des pistes que nous, en tant qu'écologistes, nous souhaitons soutenir. Donc, je pense qu'il faut aller vers cela. Alors, on parlait d'Ixelles au tout début de cette interview, donc on y revient. Vous serez candidat au communal d'Ixelles, même si vous n'êtes pas candidat à un poste exécutif. Non, je soutiendrai la liste. Pas question de cumul, vous allez soutenir la liste. Alors, à Ixelles, hier, en fait, la bourgmestre a fait la paix avec Alain Destex, donc côté MR. Est-ce que cela change la donne pour des majorités futures à Ixelles? C'est clair qu'on avait vu le MR d'Ixelles en 2012 dire Alain Destex n'est plus le bienvenu parce que ses propos totalement discriminants, populistes, même souvent racistes, il faut bien le dire, dans les propos qu'il tient, il avait dit qu'il n'a plus sa place au MR d'Ixelles. Et sincèrement, je me demande ce qui a changé depuis 2012, en fait, dans le langage, dans les prises de position d'Alain Destex, dans les prises de position publiques. Donc moi, je ne peux que regretter ce choix d'avoir une telle personnalité publique qui ne fait que cliver, qui ne fait que diviser les gens, que diviser les citoyens à Bruxelles, à Ixelles. Ça veut dire que ça disqualifie le MR comme partenaire futur d'une majorité à Ixelles? En tout cas, pour nous, il est certain qu'avec Alain Destex, rien n'est possible ou rien n'est envisageable. Et j'espère qu'il y aura une reprise de conscience de l'ensemble de la majorité, parce que la majorité aujourd'hui, PS, MR, Défi, je me demande ce que ces partis-là quelle lecture ils vont avoir de la présence de quelqu'un comme Alain Destex. En tout cas, nous, notre projet, il est clair. C'est écolo XXL. On veut l'élargir au maximum. On ne veut pas diviser les gens. On veut les rassembler à XL autour d'un projet alternatif avec Christos Zoulkeridis, avec Audrey Loest. Et j'espère vraiment qu'on pourra aller projet contre projet, la majorité actuelle, face à notre alternative écologiste. Et j'espère qu'on pourra effectivement, autour d'un projet large qui rassemble, proposer une alternative aux Ixellois et non pas diviser, ce qui est clairement la marque de fabrique d'Alain Destex. Mais vous savez bien qu'au communal, tout dépend évidemment du résultat du vote en octobre. Et à ce moment-là, on discute. Et alors, on parle de majorité. Quelle est votre majorité préférée côté écolo? Mais à ce stade, sincèrement, c'est d'abord avoir une majorité aux yeux des citoyens. Nous, on ne fait pas les coalitions avant le vote, sincèrement. On est ouvert avec l'ensemble des partis. D'ailleurs, que ce soit à Bruxelles ou en dehors, au niveau communal, on a des majorités avec différents partis dans différentes communes. Donc on n'a pas d'exclusive à ce stade. Ce serait pas, je dirais, clair pour le citoyen. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de rassembler largement. Et ceux qui se retrouvent dans un projet écologiste qui rassemble largement. Je rappelle qu'on est historiquement la deuxième force politique à Ixelles, donc nous sommes un acteur qui compte. Et j'espère qu'avec Christos et Audrey, on pourra effectivement rassembler très largement. Et ceux qui se retrouvent dans ce projet, dans cette manière de faire, dans les autres partis politiques évidemment, nous nous asserrons à table pour faire une coalition. Alors je ne sais pas si vous avez suivi ça hier, mais hier Didier Reynders était à votre place et je lui posais la question, si jamais la NVA arrive à être incontournable côté flamand, au régional de 2019, est-ce que le MR pourrait envisager de signer un accord de gouvernement avec la NVA et il a répondu oui, comme au fédéral. Quelle est la réponse d'Écolo là-dessus? Oui, sincèrement, c'est l'axe MR-NVA qui se renforce. On le voit bien au fédéral, où le MR
je dirais, subit tous les dictats de l'N-VA au fédéral. Et maintenant, ça devient le cas à Bruxelles. Et je ne m'explique pas cette position de la part de quelqu'un qui se prétend libéral, comme Didier Reynders. J'aurais envie de le croire. Je ne sais pas comment on peut aller de nouveau vers un parti qui, clairement, sur Bruxelles, déjà nie totalement la réalité et l'existence même de la région bruxelloise. Donc, on est au-delà de ce qu'ils vont faire comme politique. Ils nient l'existence d'une région à part entière. Donc, sincèrement, je ne comprends pas cette prise de position. OK, mais qu'est-ce que vous faites si jamais ils sont incontournables? Ça veut dire que vous n'allez pas au gouvernement dans ces conditions-là. Ce que nous allons faire, c'est faire campagne avec Groen et montrer qu'en Flandre, il y a des alternatives. De nouveau, il y a une campagne qui va s'ouvrir. Il y a des partis flamands qui ne sont pas là. La N-VA, ce n'est pas la Flandre. Mais c'est important. Vous ne répondez pas à ma question. Mais nous, aller avec la N-VA, ce n'est pas une option. C'est non. Voilà. Donc ça, c'est clair. Maintenant, ils n'ont pas gagné. Enfin, ils n'ont pas gagné d'office. Il y a une alternative en Flandre. 2019. Elle est portée par Groen. Et sincèrement, nous ferons tout pour que l'axe écolo-Groen puisse vaincre l'axe nationaliste. Ça, c'est la priorité pour nous. Merci Gilles Van Den Burre. Demain, c'est Stéphanie Meyer qui sera aux commandes de l'interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.